Bonjour à tous. La semaine dernière, j'ai abordé l'évolution des techniques de construction, dont les gratte-ciel, tours immenses grimpant vers le ciel. Cette semaine, nous analyserons le pouvoir de la hauteur à travers l'architecture des tours. La tour est un monument architectural se trouvant au centre de la croyance et de l'imagerie judéo-chrétienne sur lesquelles se sont fondées les sociétés occidentales modernes. Dans la Genèse, la tour de Babel est construite par les hommes qui parlent tous la même langue pour atteindre le ciel. Ils veulent montrer qu'ils existent, mais Dieu, se sentant menacé par cette entreprise, décide de les punir en les dispersant à travers le monde, à la suite de quoi ils commencent à parler des langues différentes et ne peuvent plus se comprendre. Le récit mythique de la tour de Babel présente donc l'érection de la tour comme une prouesse technique, synonyme de puissance et de contrôle. La tour traduit également une volonté d'élévation spirituelle. Toutefois, nous verrons à travers l'étude de différents types de tours que cette notion de puissance est omniprésente. Au sens strictement architectural, une tour est un édifice dont la hauteur est supérieure à la largeur. Son emprise au sol est moindre par rapport à son volume. Ce sont des structures construites et utilisées depuis l'époque préhistorique, dont l'un des premiers exemples pourrait être la tour de Jéricho, 8300 ans avant notre ère, l'un des premiers monuments en pierre construits par l'homme. Parmi les plus anciennes encore debout se trouvent les brocs, des fortifications construites en grand nombre à l'âge du fer, dans le nord de l'Écosse et aux Orcades. Dès l'Antiquité, les Asiatiques, les Grecs, les Phéniciens et les Étrusques érigèrent des tours pour fortifier les murailles de leurs villes et forteresses. Des éléments de tours d'observation ont par exemple été trouvés au Mogador, datant du premier millénaire avant notre ère et d'origine phénicienne ou carthaginoise. Les Romains bâtirent des tours octogonales comme élément du palais de Dioclétien en Croatie, tandis que la muraille servienne et le mur d'Aurélien avaient des tours carrées. Au fil des époques, la tour a pu être incorporée comme élément d'une structure plus importante, dans un château, une muraille par exemple, ou être érigée indépendamment sous des formes variées. La pagode est par exemple la forme de tour la plus répandue en Asie depuis le XIe siècle. En Occident, le gratte-ciel constitue l'archétype de la tour depuis le début du XXe siècle. Une tour est, à travers non seulement sa forme, mais aussi sa fonction, le reflet de l'époque et de la société à laquelle elle est construite. Elle correspond ainsi au mode architectural de son époque, tout comme aux besoins de la société qui procède à son érection. Une tour présente de nombreuses fonctions, et la plus répandue est militaire. La vue offerte par la hauteur et l'effet de barrage de l'édifice permettent de prévenir des attaques ennemies. Ces tours peuvent être de plan circulaire, carré ou polygonal. Dans l'Europe médiévale, les tours des châteaux forts, souvent héritières des mottes et de leurs tours maîtresses en bois, adoptent généralement un plan carré ou rectangulaire à l'origine. Faciles à construire, mais nécessitant un volume considérable de maçonnerie, elles offrent une grande habitabilité pour les aménagements résidentiels éventuels, mais leurs angles saillants réservent des angles morts favorables aux attaquants, et les arêtes de ces angles résistent mal aux projectiles de l'artillerie de plus en plus puissante. Certains seigneurs sont amenés à supprimer ces arêtes par l'adoption de formes plus arrondies pour les tours maîtresses et celles des flanquements. Leur plan polygonal ou polylobé réduit en partie les zones mortes, offre une meilleure résistance aux pressions et permet de tirer dans toutes les directions. Il les renforce par une base talutée destinée à épaissir les maçonneries afin de rendre la sape difficile, voire impossible. De retour de Terre Sainte, les seigneurs dotèrent leur château de formes circulaires ou semi-circulaires qui permettent un tir tout azimut éliminant les angles morts. Ce gain défensif majeur est la raison principale de la multiplication de ce type de tours alors que leur mise en œuvre est plus onéreuse. Un clocher est un élément architectural d'une église qui héberge une ou plusieurs cloches. Pointé vers le ciel, l'édifice exprime l'existence souveraine divine et a longtemps affirmé la domination spirituelle et temporelle du clergé sur son territoire. Servant de signal à la communauté chrétienne, il fut créé pour l'appel des fidèles d'une paroisse à la messe.
Les cloches sonnent également lors des baptêmes, des mariages, des enterrements, on dit alors sonner le glas, de l'Angélus, qui est une prière très quotidienne chrétienne, soit 7h du matin, midi et 19h le soir. Les cloches peuvent également sonner le tocsin, c'est-à-dire alerter le peuple en cas de danger. Et surtout, elles sonnent les heures. On attribue traditionnellement l'invention du clocher à Paulin de Nole, évêque en Campanie au 5e siècle. Jusqu'au 8e siècle, les cloches n'étaient pas fixées dans un bâtiment, mais agitées à la main. Ce n'est qu'au 8e et 9e siècle que les cloches sont fixées à 30 ou 40 cm de hauteur, puis à 1,50 m ou 2 mètres au 11e et 12e siècle. Au Moyen-Âge, les clochers servent à marquer la richesse de leurs commanditaires, qui rivalisent de hauteur et d'audace architecturale. La règle était d'entreprendre la construction des tours et des clochers après celle du reste de l'édifice, à un moment où généralement la générosité populaire s'essoufflait quelque peu. Faute de financement, beaucoup de ces tours restèrent inachevées ou privées de flèches, rompant la symétrie prévue. C'est alors que les riches commanditaires pouvaient intervenir et ainsi montrer leur toute-puissance. À partir du XIIe siècle, la ville où s'affirme le pouvoir bourgeois des marchands se l'approprie. Le pouvoir municipal se met à construire des beffrois ou des tours horloges chargées de rythmer et d'organiser l'activité citadine. Les clochers et horloges des villes s'affranchissent ainsi de la tutelle ecclésiastique, tandis que l'Église accepte progressivement le rôle civil du clocher en faisant installer des horloges publiques dans les lieux saints. Un beffroi est une tour à usage séculier, en Europe le plus souvent communal, hébergeant des cloches puis des horloges. Les beffrois peuvent être indépendants ou adjoints à un bâtiment public tel un hôtel de ville. Au Moyen-Âge, les beffrois symbolisent les libertés communales concédées par un suzerain qui peut le faire détruire en cas de punition. La tour abrite la cloche du ban ou bancloc, symbole de pouvoir destiné à appeler le peuple aux délibérations communales, aux exécutions capitales ou à signaler l'approche d'un ennemi. Après l'obtention de leur seigneur du droit de s'administrer elles-mêmes par des chartes, les villes érigèrent des beffrois afin de marquer leur autonomie et leur puissance. Avec l'ajout d'horloges sonnant les heures, les villes imposent un changement dans le découpage du temps. Auparavant, la journée était rythmée par les 8 heures canoniales sonnées par les clochers des églises, symbolisant le pouvoir divin. Avec l'avènement de la bourgeoisie urbaine, le beffroi marque le passage à un temps profane. Les villes rejettent le pouvoir religieux et percent le paysage urbain de leur emprise. Elles entrent également en conflit avec la noblesse en dominant leur tour. Le donjon est la tour la plus haute d'un château fort au Moyen-Âge, destinée à servir à la fois de point d'observation, de poste de tir et de dernier refuge si le reste de la fortification vient à être pris par l'ennemi. À l'origine d'un usage strictement militaire, ces tours, ou bâtiments fortifiés, deviennent progressivement les lieux de résidence des seigneurs des châteaux. Les donjons, à double fonction défensive et administrative, finissent par se généraliser à partir du XIIe siècle. Par sa position élevée, le sommet du donjon est en général celui qui offre la meilleure vue de la région environnante. En cas de siège, c'est l'endroit privilégié d'où peuvent être observés les mouvements de l'ennemi. Si le château est de petite taille, c'est de là que les archers et les machines auront la plus grande portée de tir. Il ne s'agit pas que de se défendre d'attaquants venus de l'extérieur de la forteresse. Pour le seigneur du château, la disposition du donjon permet de se prémunir contre des trahisons venant, notamment, des vassaux venus en renfort et amalgamés à la garnison. En général, les visiteurs des châteaux sont donc tenus à l'écart du donjon afin que l'agencement intérieur du bâtiment soit inconnu des assaillants en cas de conflit, de trahison ou de retournement d'alliance. Le donjon est aussi, en général, en contact avec l'extérieur de l'enceinte afin de permettre d'en sortir ou d'y rentrer sans avoir à passer par le reste de l'enceinte. Cette disposition pouvait être vitale lorsque le donjon se trouvait assiégé en permettant de s'échapper. C'est dans ces grands donjons de forme carrée ou barre longue, construits en pierre, que furent concentrés les 3 éléments les plus significatifs et les plus chargés de symboles, que sont les lieux de sociabilité avec la grande salle, l'aula, les espaces destinés à la vie privée, la camera, et ceux destinés à la pratique de la religion
la capella. La hauteur du donjon permet une meilleure observation des environs, mais également de s'afficher au regard de l'ennemi, de marquer la puissance politique et militaire du seigneur. Je voudrais aborder brièvement une particularité régionale, la Toscane, magnifique région italienne. Il existe là-bas des édifices que l'on appelle des maisons-tours. À Florence, ces maisons sont appelées torri et considérées comme des palais. Au XIIIe siècle, on en comptait presque 160, s'élevant jusqu'à 65 mètres. La ville est alors surnommée la Città Turrita, la ville autour. Ces maisons-tours furent construites à des fins majoritairement militaires, d'abord par les nobles, puis par la riche bourgeoisie. Elles revêtaient un rôle stratégique à une époque où les conflits et luttes entre les factions étaient très fréquentes. Elles symbolisaient aussi le statut des familles les plus influentes. Leur hauteur représentait ainsi la richesse et la puissance des propriétaires et l'étendue de leur contrôle sur la cité. La plupart des constructions remontent au XIIIe siècle, au moment du célèbre conflit entre les factions des Guelfes, soutenant la papauté, et des Gibelins, soutenant l'Empire, à la tête desquels se trouvaient au début les familles Buondelmonti et Amidei. Bien d'autres rivalités suivirent, comme celle entre les familles Cerchi et Donati, respectivement Guelfes blancs et Guelfes noirs. Chaque tour était raccordée à sa maison, située à côté, par une galerie. En cas de nécessité, les familles voisines ou les factions liées par des intérêts communs, appelées Società delle Torri, Société des tours, pouvaient se déplacer d'une tour à l'autre et s'y barricader en les raccordant par des passerelles mobiles en bois et en créant ainsi un réseau offensif et défensif efficace. Les maisons étaient généralement structurées comme suit. Un cellier au sous-sol, si ce dernier existait, une pièce par étage et au sommet la cuisine, afin de réduire le risque d'incendie et pour des raisons olfactives. Le sommet de la tour, crénelé et soutenu par des consoles, était utilisé comme poste de guet. Les maisons-tours des familles les plus nanties disposaient d'un puits interne et d'une loggia au rez-de-chaussée. Quand une faction l'emportait sur une autre, les tours des vaincus étaient en général détruites, décapitées ou passées aux mains des vainqueurs. En 1250, une ordonnance municipale établit que la hauteur maximale devait être de 50 brasses, correspondant à environ 30 mètres, et par conséquent, beaucoup de maisons-tours furent raccourcies. Au XIVe siècle, quelques tours laissées à l'abandon et donc menacées d'effondrement furent démolies tandis que d'autres furent restaurées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les tours endommagées lors des bombardements, notamment celles situées près des ponts, furent partiellement reconstruites. On compte actuellement une 50aine de maisons-tours à Florence. Ces édifices sont également visibles dans les villes de Lucques, Pise, Sienne, San Gimignano et Pérouse. La tour moderne érigée dans les centres urbains des pays occidentaux dès la fin du XIXe siècle, fréquemment nommée gratte-ciel, est avant tout un enfant de l'ascenseur. La possibilité de desservir mécaniquement les étages a fortement contribué au développement de la construction en hauteur. La tour, comme gabarit ordinaire de la ville, s'est surtout diffusée à partir du début du XXe siècle dans les grandes métropoles américaines comme New York, Boston ou Chicago, dans lesquelles elle est constitutive de l'architecture des centres-villes. La tour peut être le résultat d'une opportunité foncière à un moment donné et une nécessité face au manque de place au sol, comme c'est le cas dans certaines métropoles asiatiques, Hong Kong, Singapour, etc. Elle demeure néanmoins avant tout un symbole de la puissance économique et financière d'une compagnie, d'une ville, voire même d'un pays. Dans les quartiers d'affaires comme Wall Street à New York, la City à Londres ou la Défense à Paris, la concentration au sol et la hauteur dans le ciel de l'immobilier est synonyme de pouvoir et d'insertion dans la compétition économique mondiale. En France, il existe des normes régissant la construction en hauteur. Un immeuble de grande hauteur, dit IGH, selon la définition réglementaire, est un immeuble dont le plancher du dernier niveau est situé à plus de 50 mètres du sol, s'il s'agit d'habitation, et à plus de 28 mètres pour les autres usages. Un immeuble de très grande hauteur dépasse les 200 mètres.
Les IGH sont soumis à des normes strictes relatives à la prévention des dangers, tels que les incendies. À cause des servitudes aériennes, les plus grandes tours parisiennes culminent à environ 300 mètres, une hauteur bien faible comparée à d'autres tours de par le monde. Actuellement, les gratte-ciels les plus hauts du monde sont le Burj Khalifa à Dubaï, 828 mètres, le Merdeka PNB 118 à Kuala Lumpur, 678,9 mètres, la tour Shanghai, 632 mètres, la Makkah Clock Royal Tower à la Mecque, 601 mètres, et la tour de télévision et de tourisme de Canton, 600 mètres. La Jeddah Tower, en construction en Arabie Saoudite, devrait prochainement remporter le trophée avec une hauteur de 1000 mètres. L'érection d'immeubles de grande hauteur n'est plus aujourd'hui seulement l'apanage des grands centres politiques et financiers, que sont les capitales et les mégalopoles. On observe en effet depuis une vingtaine d'années une tendance à l'édification de tours dans des villes d'importance moindre. Elle peut alors revêtir deux fonctions: l'insertion d'une ville dans la compétition économique mondiale et la symbolisation d'un projet de renouvellement urbain. Ces deux fonctions ne sont pas forcément exclusives l'une de l'autre. À Barcelone, par exemple, il n'existait que 2 gratte-ciel avant l'organisation des Jeux Olympiques en 1992. Cette année-là, ont été bâties dans la vieille ville 2 tours culminant à 154 mètres. Et depuis le milieu des années 2000, 12 tours supplémentaires de 100 mètres ou plus ont été construites à Barcelone. Les Jeux Olympiques avaient été l'occasion de procéder à une régénération complète de la ville, en particulier de la vieille ville, et de la zone portuaire, et ont marqué la renaissance de Barcelone comme l'une des principales métropoles européennes. Ce statut s'est confirmé avec la généralisation de la construction en hauteur dans la ville. Comme le montrent les exemples de Barcelone ou Portsmouth, une tour isolée est un véritable repère dans la ville. Elle s'apparente à un monument. Après avoir séduit les plus grandes agglomérations françaises, cette fonction que peut jouer la tour n'échappe pas aux villes moyennes, qui sont de plus en plus nombreuses à mettre en projet la construction d'une telle infrastructure dans le cadre d'une opération de requalification urbaine. Depuis le mythe biblique de la tour de Babel, on sait combien les constructeurs aiment adresser haut dans le ciel leurs constructions. Les pyramides antiques et précolombiennes, les pagodes chinoises, les minarets de l'islam sont autant de signes de cette présomption. Dans le monde occidental, les clochers des églises, les beffrois et les tours des cités médiévales, comme les modernes gratte-ciel, ressortent de la même ambition: s'élever plus haut qu'aucun compétiteur et marquer un territoire d'une empreinte qui soit visible de très loin. À l'instar des grands ouvrages d'art, ponts, gares, aéroports, stades, les tours, de par leur forme architecturale particulière, contribuent à l'image que l'on se fait d'une ville ou d'un espace donné. Autrefois, principalement assimilés, notamment en France, aux édifices d'habitat social qui constituaient les banlieues, elles redeviennent aujourd'hui des marqueurs de l'ancrage dans la modernité et contribuent à la revendication de la place d'un territoire urbain dans la compétition métropolitaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette introduction. La semaine prochaine, nous aborderons le rôle du plan en architecture. En attendant, je vous souhaite une agréable fin de semaine.